Ouais. Hey, salut, ça va? Je suis Sandro Di Carlo d'Arsa, ouais, mon nom est un peu long, et ici on parle de film documentaire. Trouver un style visuel, le look and feel d'un projet documentaire, ça fait partie complètement intégrante du process. Il y a pile un an, j'avais beaucoup de temps, pas trop de projets corpo. Du coup, je me suis mis en tête de faire un film, en fait, tout simplement. Donc j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à trouver des personnages, j'ai commencé à trouver les lieux. Le sujet, il est venu petit à petit. J'ai fait ça dans la région, petit budget, en Provence. Trouver des gens qui avaient des métiers manuels anciens, mais le but était de pas parler de leur métier. C'était pas ça le sujet. Ok. Pour faire un film, il vous faut une caméra. C'est un peu évident. Vous pouvez le faire avec un iPhone, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Là, l'idée était de faire quelque chose qui, visuellement, ait quand même un peu de gueule. Mais, puisqu'on avait des limites de budget, j'ai pas pu me payer une Harry, j'ai pas pu me payer une Venice. Du coup, je suis parti sur ce qui était disponible. Donc en fait, le truc, c'est que j'avais besoin d'une caméra de qualité, mais j'avais une limite de budget et une limite de poids. Le problème, c'est que j'allais avoir peu de lumière et je voulais pas rajouter de lumière artificielle, donc il fallait une caméra qui puisse monter dans les ISO ou qui avait des ISO de base plutôt efficaces. Du coup, j'ai pris ce qui était disponible chez moi ou chez les copains et ça tombe bien, j'avais une FX6. Plus tu t'éloignes du capteur, plus ça impacte le style visuel. On a commencé par la caméra, donc son capteur. On va avancer, on va passer sur l'optique. Le bloc optique, là, la question était qu'est-ce que j'essaye ? Le but était donc soit d'aller louer des optiques, soit de trouver un copain qui pouvait m'en prêter. Donc j'ai commencé avec des optiques modernes, les classiques Sigma Art, les Sony tout simplement, et ainsi de suite, dans tout leur range. Alors c'est beau, hein, c'est très beau, mais on s'ennuie un peu quand même, quoi. Ça dépend du sujet, ça dépend du projet, évidemment qu'elles sont parfaites, j'en ai quelques-unes. Mais c'est quand même pas ça qui m'intéressait sur ce projet-là. On parle d'un projet, encore une fois, qui est dans de l'intimité, qui est très proche, qui est dans des lieux un peu sales, qui est dans des lieux un peu, on va dire, utilisés, quoi. Donc je voulais pas un truc trop moderne, trop clinique. Donc je suis parti à l'opposé complet en me disant, je vais essayer des vieilles optiques russes, les Jupiter, les trucs comme ça, il y en a plein. J'ai pas été convaincu non plus par ce que j'avais, ou par ce que j'ai pu trouver, ou ce qu'on a pu me prêter. Du coup, j'étais un peu embêté. J'ai des optiques que je connais par cœur, que j'utilise en photo depuis 15 ans, qui sont dans mon sac, peut-être que je vais simplement aller vers elles. Donc je me suis retrouvé à utiliser un 21 Voigtlander 1.8, qui est magnifique, un 35 Leica M Sumilux, qui est peut-être une des plus belles optiques photo qu'on puisse trouver, qui a un caractère et ainsi de suite, qui a des défauts, hein, mais qui a un vrai charme, et un 50 M Sumilux, pareil, toujours chez Leica. Donc j'ai commencé à filmer avec ça, et j'ai trouvé tout ce que j'aimais. J'ai retrouvé un style qui me plaisait. Il y a une espèce de petit ergot sous la bague de mise au point, ce qui fait qu'en un quart de tour, en demi-tour, on fait le point de l'infini vers le plus proche. Et vu que je les connais par cœur, encore une fois, en photo, là, je pouvais faire le point à la main très très simplement. Sauf qu'à un moment, je me suis dit, j'aimerais bien un grand angle, mais je voudrais pas que ce soit trop déformant. Donc il y a le 21, ok, sur un capteur vidéo, ça marche très bien, un plein format. Mais j'aurais aimé quelque chose qui élargisse encore un peu plus l'image, qui me permette de rentrer encore plus dedans. Et ça, un des intérêts, c'est quand même d'avoir du cinémascope en 2.35. Donc j'ai un peu fouillé et je me suis tourné vers l'anamorphique. Alors c'est pas le plus simple à utiliser, il y a des déformations en barillet sur les côtés là, qui font des trucs en arrondi. C'est pas les optiques les plus piquées, mais elles ont un charme incroyable. Sauf que sur une FX6, trouver des optiques qui avaient du charme, de la qualité et ainsi de suite, c'était complètement en dehors de mon budget. Alors j'ai essayé les circuits, j'ai essayé tous ces trucs-là. Ça me convient pas pour plein de raisons, mais je sais que vous êtes nombreux à vous en servir et que ça vous plaît. C'est pas... voilà, chacun va utiliser ce qu'il souhaite. Donc ce que j'ai trouvé, c'est simple, c'est que j'ai acheté la bonnette que fait Moment avec un coefficient 1.33 qui nous amène en fait vers un cinémascope, un 2.35 natif, sans crop. Du coup, on utilise tout le capteur. Donc on a un anamorphique avec un multiplicateur 1.33, ce qui fait qu'on va déformer l'image, mais on utilise tout le capteur, ce qui fait que le rendu final du film est en format cinémascope, donc les bandes noires qu'on connaît par cœur. Sauf que là, en fait, c'est pas des bandes noires factices. Du coup, ça nous permet d'avoir un rendu... Alors, cinéma, c'est un peu facile, mais en tout cas, qu'on associe à du cinéma, et surtout, ça permet d'étirer un peu l'image, ce qui fait que sur un 50, on va avoir un 50 en vertical, une optique 50 verticale, et en largeur, on va avoir quasiment la largeur, je te caricature un peu, mais d'un 35. On va récupérer un peu le meilleur des deux mondes. Un grand angle, mais avec une optique portrait
nature, on va dire, qui déforme pas. Évidemment, les optiques anamorphiques, il y a tous les prix, il y a tous les budgets. Moi, je suis parti sur celle-ci parce que j'avais en fait, pour un budget relativement modeste, on est, je crois, de mémoire autour des 1400-1500 € livrés. Ça me permettait de réutiliser des optiques que j'avais déjà, qui sont des optiques déjà très chères, hein, mais ça me permettait d'avoir quelque chose qui m'intéressait complètement et qui correspondait au projet. Ce combo-là, avec le plein format, ça donne une image absolument magnifique. On est bon. Et la caméra montée. Donc déjà, ça pèse son poids. Et on n'a pas encore mis la batterie. Après est venue la question justement de l'autofocus. Est-ce que j'utilise un autre follow focus? Est-ce que j'utilise un truc manuel? Est-ce que j'utilise quelque chose qui va prendre de la batterie, qui va être avec un petit moteur? La réponse, elle était très simple, c'est pas de budget, pas le moment d'en acheter, pas le moment d'apprendre à s'en servir réellement, donc simplement, je l'ai pas fait. Ok. Après, il est arrivé l'option du lidar. Alors maintenant, il y a des lidars qui sont faits par DJI, entre autres, qui sont tout à fait abordables. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, c'était pas vraiment disponible, à moins d'acheter un DJI, un gimbal. Donc, je l'ai pas fait, puisque ça n'existait pas. Mais maintenant, on en a un, et c'est fabuleux. Wow. Ensuite, on va avancer encore un petit peu, on va s'éloigner du capteur, on va parler de ce qui va impacter presque le plus le style visuel de l'image, les filtres. Alors dans la FX6, il y a déjà des filtres ND numériques intégrés, qui à mon sens sont parfaits, il n'y a rien à dire dessus, ça marche très bien, c'est ultra efficace, qu'ils soient en automatique ou en manuel. Donc je parlerai pas des filtres de correction, je vais parler des filtres de diffusion, qui sont un peu brumeux, qui sont très sympas dans les hautes lumières et pour les peaux, comme les Pro Mist, les Black Mist et ainsi de suite. Alors il y a un rendu que certains adorent, je comprends, sur certains projets, ça a un intérêt. J'ai fait Mumuse dans mon jardin, c'est sympa, ça a un rendu particulier, je dois avoir un Pro Mist ou un Black Mist qui traîne. Là, je voulais plutôt l'inverse, je voulais quelque chose où on se rend compte des détails, on puisse toucher les détails. Donc ça collait pas du tout, je les ai essayés. Mais il y avait aussi une autre problématique, c'est que vu que j'allais utiliser plusieurs optiques, il m'aurait fallu, et que ce sont des filtres à vis, il aurait fallu soit que j'achète une matte box, soit que j'achète différents filtres, différentes tailles. Honnêtement, au prix des filtres, pour ce projet-là, c'était impossible. Une matte box, j'en ai déjà, mais encore une fois, pour mettre des filtres 4x5, hors budget, impossible à toucher. Et en plus, mettre une matte box sur une FX6 avec mon système Leica 50 plus Moment, ça faisait un truc beaucoup trop gros, c'est impossible. Sur ce projet-là, c'était pas intéressant. Donc, pas de filtre. Au niveau des mouvements et des cadrages, il y avait aussi des choix à faire qui vont impacter le style visuel. Est-ce que j'utilise un trépied? Est-ce que je suis caméra à l'épaule? Est-ce que je suis caméra contre moi? Est-ce que j'ai un saddlebag? Il y avait tout un tas de choix à faire. J'ai fait au plus simple. Un trépied, c'est super pour des panneaux, c'est très calme, c'est très élégant, ça donne une image posée, ça permet de faire des suivis, des follow, ainsi de suite. C'était pas l'idée. Donc j'ai pas utilisé ça. En plus, moi je viens du photojournalisme, je viens de la photographie documentaire, donc j'ai pas l'habitude de travailler avec un trépied, je bouge autour des gens, je m'adapte au sujet, c'est souvent des sujets sociaux, intimes. Donc il y a des imperfections, et donc le mouvement, les vibrations me gênent pas. Alors on va éviter d'avoir la tremblante du mouton, hein, c'est pas ça l'idée, mais des petits tremblements, ça me convient. Alors évidemment, si vous voulez éviter ça, vous prenez une FX3, qui a un stabilisateur interne, ça vous évitera certains tremblements. Là, la FX6, telle qu'elle était riguée, le bloc optique devient un petit peu lourd, une batterie V-mount à l'arrière, on a quand même sur plusieurs kilos, donc si on la colle contre soi, ça tient. J'ai pas pris de saddlebag, puisque encore une fois, c'est très bien, mais c'est très gros. Au niveau du gimbal, globalement, j'aime pas ça. Donc c'était assez simple. J'ai pas l'habitude, ça me plaît pas trop. Je comprends qu'on puisse s'en servir, évidemment. Mais pour du documentaire, je trouve qu'on perd des mouvements, on perd des choses. Alors ça absorbe des chocs, ça absorbe des imperfections. Mais là, sur ce type de documentaire, je trouvais ça au contraire intéressant d'avoir la caméra contre moi et de suivre au mieux les personnages. C'était ça aussi l'intérêt. Ça fait partie du set de la caméra, je la colle contre moi, ça fait un troisième point de contact, ça vibre pas vraiment. Est venue la question de l'Easy Rig, une espèce de sac à dos avec un câble, une potence, un câble qui descend et qui soutient la caméra. Pas de budget, pas l'habitude. Rationnellement, il y a un autre argument qui est que le but de ce film, c'était de parler de l'intimité, c'était sur de l'introspection, des changements de vie. Du coup, j'allais pas arriver avec un sac à dos, avec une potence, un câble qui tient une caméra qui est déjà importante, donc très compliqué pour que des gens me racontent des choses un peu intimes et se confient un petit peu, très difficile. On va finir avec l'étalonnage. Alors l'étalonnage, c'est quand même une fois que le film est tourné, on a l'image, le film est monté, on a des choses, et moi j'ai commencé à fouiller longtemps.
pour trouver ce qui me plaisait. Le but était de prévoir ce que je voulais, parce que je voulais pas rater une balance des blancs, pas de RAW sur la Sony FX6 en interne. Surprise, motherfucker! J'allais pas m'amuser à ramener un Shinobi ou un je ne sais quoi pour enregistrer autre chose. Donc je voulais déjà quelque chose qui soit propre et qui soit déjà un peu dans la thématique, on va dire, du future grading. Je voulais quelque chose avec des tons très chauds et très contrastés. De toute façon, on est sur quelque chose de très intime, mais qui est pas très doux. C'est-à-dire que les gens ont des métiers un peu dur. On a un boulanger, un pâtissier, quand il tape la pâte, quand il est au feu, ainsi de suite, il se passe des choses qui sont pas très très délicates. On a un ferronnier, vous imaginez que quand il fait de la soudure à l'arc, de la découpe au plasma et de la meuleuse, c'est pas très délicat. Le but du film était de parler d'eux, de moments de leur vie où ils sont, où il y a du changement, et ils aspirent à un changement fort. Du coup, en termes de couleurs et ainsi de suite, d'étalonnage, je voulais quelque chose d'assumé. Donc j'ai trouvé des jaunes assez doux et des rouges très baveux. Je retrouvais ça avec le feu, je retrouvais ça avec des réflexions sur les étincelles du ferronnier, je retrouvais ça avec des détails d'aiguilles et de mécanique sur les montres. C'était des choix, il faut juste les assumer, point barre, hein. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez là-dessus, mais il faut trouver quelque chose. Dans l'idéal, un projet comme ça aurait été de le filmer en pellicule. On aurait eu des imperfections un peu plus organiques. Pas le budget pour filmer en pellicule, j'avais pas le matériel et puis j'ai pas le savoir tout simplement d'utiliser de la pellicule. Donc on va filmer en numérique et on va simuler de la pellicule. Il y a des dizaines et des dizaines de plugins et ainsi de suite sous votre logiciel préféré qui vont le faire. Il y en a des plus ou moins bons, j'en ai un qui me convient. J'ai utilisé ça marche plutôt pas mal. Alors attention, hein, les couleurs à la mode, ça vient et ça part, quoi. Il y a des moments où un truc est à la mode, 2 ans plus tard ou 10 ans plus tard ça l'est plus, et votre film paraît déjà ringard alors qu'il n'est pas fini. Donc le but est d'argumenter ses choix, et quand on les argumente, on les valide. Pour conclure au niveau du matériel, une FX6, un rig globalement simple et léger, pas de trépied, pas de filtre, on fait très simple. Au niveau de l'optique, une optique de luxe, une optique qui est très chère, tout en manuel, pas d'autofocus, et on la transforme en lui rajoutant une bonnette anamorphique, ce qui fait que ça devient techniquement assez exigeant. C'est relativement fragile, puisque le montage, on a un bloc optique assez lourd qui tient sur une petite optique, mais on a un rendu qui, à mon sens, est sublime. Au niveau du color grading, on retrouve quelque chose d'assumé, de contrasté, de chaud, et on a un pack complet pour un film qui a une esthétique, qu'on aime ou pas, mais qui a une esthétique qui est présente. Pour conclure, il faut prendre son temps. Un documentaire, ça demande du temps. La notion de less is more, alors ça dépend. Des fois oui, des fois non. Pour ce projet, oui, c'était relativement réaliste. Et ça avait tout à fait du sens. Le but, c'est d'assumer ses choix. S'ils apportent quelque chose en plus, s'ils aident à la narration, s'ils clarifient les intentions qu'on peut avoir dans le documentaire, à ce moment-là, allez-y. Tout dépend de ce que vous voulez faire, tout dépend du sujet, tout dépend de comment vous en parlez. Un documentaire, c'est différent d'un reportage. Un documentaire, on donne un point de vue. C'est pas juste des faits. Donc on peut assumer des choses. On peut dire je veux mettre quelque chose qui soit très jaune, très vert, très bleu, je veux quelque chose de très contrasté, ou à l'inverse. C'est un travail de création. Si ça rajoute quelque chose, et que ça déforme pas les propos, et que c'est pas trouble au niveau de la compréhension, pourquoi pas? Allez-y, y a pas de problème. Un style visuel, c'est un choix, c'est une émotion. Le cinéma, que ce soit de la fiction ou du documentaire, c'est de l'émotion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Allez, bye. Mais y a rien qui est droit, là. Voilà. Non plus. Voilà.